Aujourd'hui à ExpoMag, c'est notre 3e émission à propos de notre rencontre avec certains des auteurs présents au Salon du livre de Dieppe, édition 2015. Bonjour, mon nom c'est Alain Robert Savoie. Je suis l'auteur du Paradoxe du futur, tome 1, Survivre aux météorites, et du tome 2, La Cité de l'espoir. Alors, j'ai 18 ans, je viens tout juste de finir le secondaire et je suis à l'Université de Laval en train d'étudier pour devenir psychologue. Pourquoi j'ai écrit un livre? Eh bien, c'est un regroupement de plusieurs facteurs, dont des facteurs intérieurs et extérieurs, de choses que j'ai observées. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, à travers avec ma famille, avec l'école. Et j'ai un peu réalisé que le monde était injuste, qu'il y avait des gens qui souffraient plus que d'autres et qu'on était capable de faire quelque chose et qu'on devait faire une différence. Alors j'ai écrit avec un but d'envoyer un message aux gens qu'on devait accepter que les gens étaient différents et il fallait les accepter comme ils étaient. Ça m'a pris 1 an à écrire le premier et 1 an à écrire le deuxième. On appelle ça un roman d'anticipation parce que je projette mes lecteurs dans le futur, soit à l'an 2160. Et la question que je pose à travers mon livre, c'est qu'est-ce qui va se passer si on ne change pas comme personne et on ne change pas comme société? Et qu'est-ce qui vont être nos plus grandes menaces? Est-ce que ce sera la pollution, les gouvernements corrompus ou encore les guerres qui vont nous diviser comme ça? Mais au final, la plus grande menace de l'homme, c'est l'homme lui-même. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Et je pense que c'est aussi d'ailleurs pour ça que ça m'a pris simplement 1 an pour l'écrire. Il était déjà tout écrit dans ma tête. Ça fait juste besoin d'écrire ce que je pensais. Au début, je n'aimais même pas lire. Parce que, comme tout étudiant, je me sentais un peu obligé de lire par l'école. Mais finalement, j'ai trouvé un style de littéraire qui m'était propre. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à lire. Et si que je peux envoyer un message aux gens, c'est n'ayez pas peur de lire et lisez, parce que la lecture, c'est un peu un voyage intérieur qui vous fait vous découvrir comme personne et aussi quelque chose qui vous permet de vous améliorer. Parce que moi, je l'ai vu dans mes notes académiques qui sont grandement améliorées. Ça qui me touche comme auteur, c'est qu'il y a des gens qui vont lire simplement comme un livre d'action ou un livre de science-fiction. Mais il y a d'autres gens qui vont lire en comprenant les messages cachés entre les lignes de mon livre. Puis ils vont me dire, comme tu m'as fait réaliser ça, puis depuis que j'ai lu ton livre, je vois les choses différemment. C'est un peu ça mon but, c'est toujours bien plaisant d'entendre ça. Je viens du Tracadie Shaila. J'ai écrit un livre quand j'avais 17 ans. Là, j'en ai 18. C'est une histoire fantastique. Je trouvais que ces histoires-là étaient plus intéressantes selon moi. C'était mon genre de livre. J'ai lu comme pas mal une centaine de livres différents dans ma vie. Puis c'était tout le temps des fantastiques. Moi, je lisais rien d'autre que ça. Fait que là, je me disais, je vais écrire là-dedans. J'avais envie d'écrire, puis surtout avec les rédactions qu'on devait faire dans le cours de français, ça donnait envie. Fait que je continuais là-dedans. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Cody Grant. Il a un œil bleu puis un œil vert, puis à cause de ça, il se fait beaucoup intimider à l'école puis avec tout le monde. Fait que là, un jour, il décide qu'il est tanné de ça. Fait que là, il décide d'essayer de mener une enquête pour savoir pourquoi il y a des yeux d'une différente couleur. Parce qu'en plus de ça, il a été adopté, puis il a un don spécial. Fait que là, il s'en va dans une place qu'il pense qu'il serait peut-être né là. Il s'aperçoit assez vite que c'est pas une place qui est vraiment normale, puis il y a beaucoup d'affaires qui viennent. Ça va être une suite de 4 livres. Puis j'ai déjà des idées pour 2 autres histoires, puis il y en aura d'autres après.
On peut les trouver dans toutes les librairies Pélagie. Il y en a aussi au Chapters à Moncton. On peut aller sur le site de Veritas Québec. Ils sont là. On peut les commander ou les prendre sur numérique. Donc, bonjour, moi mon nom c'est Jimmy Blackburn. Moi je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi étant plus jeune, j'ai toujours aimé jouer au Donjon Dragon. J'aimais les jeux de rôle, j'aimais inventer les histoires, mettre ça sur papier. Puis même plus tard, la musique m'intéressait. J'ai même décidé d'essayer d'écrire des chansons et des choses comme ça. Si je parle de ça, c'est parce que ces deux passions-là, m'année, sont venues se croiser ensemble. Et c'est comme ça que j'ai décidé de devenir auteur, donc d'écrire une histoire sur papier, d'envoyer ça à des éditeurs. Ce qui a donné mes deux premiers livres, Boral tome 1 puis Boral tome 2. Boral, c'est une histoire qui se passe en 2067. L'air ambiant s'empoisonne peu à peu, les humains en meurent, on ne sait pas trop la raison pourquoi. Puis le héros de l'histoire, qui est un spéléologue, donc un explorateur de cavernes et de grottes, décide, lui, pour sauver sa vie, de s'enfoncer dans une grotte qu'il avait explorée quelques années auparavant parce qu'il avait trouvé un objet qu'il avait réussi à décrypter, qui disait qu'il y avait peut-être la vie plus loin. Et c'est à ce moment-là qu'il fait la découverte de Boral, qui est un monde dont les créatures, les espèces, les peuples vivent sous la surface de la Terre, n'ont jamais vu ni le ciel ni le soleil, ne savent pas du tout c'est quoi. Donc il va falloir qu'il essaie de survivre dans ce monde un peu étrange et insolite qui est Boral. Et il va faire même la rencontre de boraliens, boraliennes qui peuvent avoir des caractéristiques un peu spéciales. Et avec l'aide d'une boralienne, une créature humanoïde qui n'est pas humaine, qui peut même changer de couleur selon certaines caractéristiques. C'est grâce à son aide à elle qu'il va essayer de survivre dans ce monde-là et qui va peut-être l'amener aussi plus tard à savoir qu'est-ce qui peut s'être passé à la surface de la Terre, qu'est-ce qui a fait que l'air s'est contaminé comme ça. Bien, moi, ce qui arrive, c'est que justement, je te parlais de Donjons et Dragons. Donc, j'aimais créer des histoires, j'aimais mettre ça sur des cartes, j'aimais faire jouer aux joueurs des histoires spéciales. Mais moi, j'ai quand même un côté scientifique dans le sens que moi, mon métier, c'est technicien en hygiène du travail, hygiène industrielle. Donc, je travaille dans les usines, il faut que je fasse des calculs, j'utilise des machines, de la calibration. Je dirais qu'un peu le mélange des deux a fait que je suis capable d'écrire. Je vais imaginer des histoires, mais avec ce que je connais un peu de réel, on va déformer un peu le réalisme pour faire peut-être des histoires de science-fiction. Donc, c'est venu avec le temps comme ça, là, sans vraiment que je l'ai prévu, là. À mes débuts, surtout, on dirait que j'avais peur d'oublier mes idées. Donc, j'avais toujours un crayon à quelque part. Je le fais encore. J'ai encore souvent un cahier de notes où j'écris des idées, des choses comme ça. Mais on se rend compte que l'idée va souvent germer. On ne l'oubliera pas vraiment parce que quand on, justement, j'aimerais ça écrire puis ça serait une bonne idée, normalement, elle va rester. Mais oui, ça arrive encore très souvent que je vais écrire mes idées. Peut-être faire de l'ordre aussi pour voir une certaine logique là, dans peut-être les futures histoires qu'on va écrire. Donc, surtout quand on écrit 2 tomes comme ça, bien, on veut que si on parle d'un objet ou quelque chose dans le tome 1, on veut que dans le tome 2, ça ait une logique quand même. Il faut que ça suive. Là. Moi, c'est certain que l'écriture de l'imaginaire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime inventer des choses, j'aime jouer avec ce qui n'est pas réel, avec des lieux qui n'existent pas ou des personnages qui n'existent pas. Donc, c'est sûr, je vais rester dans l'imaginaire tout le temps, d'un côté fantastique, côté science-fiction. Peut-être plus jeune, plus âgé, ça sera à voir. Mais j'ai peut-être des projets, justement, jeunesse qui peuvent s'en venir prochainement. Donc, c'est à voir. On va voir avec les éditeurs aussi si c'est des projets qui sont acceptables. Mon nom est Suzy Pelletier. Je suis originaire de la ville de Sherbrooke, au Québec, et je vis présentement à Montréal. J'écris depuis très, très longtemps, mais ce n'est qu'à la prise de la retraite que j'ai commencé à écrire des romans et que j'ai choisi de me rendre jusqu'à l'étape de la publication. Donc, et on voit ici sur la table 6 romans qui sont dans le fond une série. Et
L'idée derrière le roman, c'est de créer un monde où il n'y a pas de technologie. Donc, le pays de la Terre perdue, on ne sait pas où c'est, on ne sait pas non plus quand c'est, ce qui lui donne un aspect très fantastique, mais ça ressemble à ce qu'on connaît. Les belles montagnes des Appalaches, nos belles rivières, un peu de mer, les mêmes animaux, les mêmes plantes, mais il n'y a pas d'humains. Donc, quand mon personnage principal se réveille un matin et qu'elle est au pays de la Terre perdue, elle ne sait pas comment elle est arrivée là. Il y a un truc fantastique qui fait qu'elle a comme perdu cette mémoire-là. Elle se souvient de s'être couchée à Montréal la veille et elle se réveille au pays de la Terre perdue. Pour se rendre compte très rapidement que si elle veut retourner chez elle, elle doit d'abord apprendre à survivre et elle réapprend tranquillement, pas vite, au fil de son exploration, à subvenir à ses besoins en utilisant ce que la nature lui procure. Parce qu'elle a très peu de technologie. Avec elle, elle a à peine une tente, un sac de montagne avec quelques outils. Et entre autres, elle a un briquet, mais son briquet se vide très rapidement. Il n'y a pas de magasin là-bas où elle peut faire remplir son briquet. Donc, elle réapprend à vivre, à pêcher, chasser, ramasser sa nourriture, se loger, faire son feu, comme on le faisait il y a environ 25 000 ans. Donc, elle doit vraiment faire un retour à la nature. C'est l'objet de la série comme telle. En fait, ça vient d'un incident qui s'est passé où la science a sauvé ma vie. Et ça m'a fait réfléchir et je me suis demandé qu'est-ce qui se passerait si demain je me réveille et puis qu'il n'y a plus rien qui existe de la technologie que je connais. Et là, on parle des iPads, des iPhones, mais on parle aussi de la maison, des autos. Il n'y a plus rien qui existe. Et ça m'a donné l'idée d'écrire ce roman-là. C'est de cette idée-là que ça vient. C'est terminé. Parce que dans le fond, j'ai écrit un seul roman. Et quand on a vu la grosseur, j'ai dû le séparer en 6 tomes. Comme il y a 6 thèmes, ça produit les 6 tomes de la série comme tel. On a ici le premier tome de la série et le dernier. Donc, le dernier étant sorti, la série est terminée, le roman et l'histoire est terminée. J'ai commencé à travailler sur autre chose et ça va être un roman qui va être dans la catégorie contemporaine, donc complètement différent de ça. Bien, tout ce que je peux dire, c'est que je peux remercier les lecteurs. C'est notre 2e salon au Nouveau-Brunswick. On est accueillis à bras ouverts. Les gens sont super sympathiques et on sait qu'on va aussi aller à Edmundston dans quelques mois. Alors, le Nouveau-Brunswick, merci beaucoup de nous accueillir comme ça. Je suis Irène Savoie-Mallet-Lausier. Je suis native de Saint-Sauveur au Nouveau-Brunswick. J'ai vu le jour le 26 mars en 1937. Mes parents biologiques étaient Henri Savoie, natif de Pointe-à-Canot, Ida Haché, native de Lamec au Nouveau-Brunswick. Mais j'ai été adoptée à l'âge de 8 jours par Adélard Mallet de Chupagan, qui était sur la colonie à Saint-Sauveur, et son épouse, Elisabeth Power Mallet, qui était là aussi pour défricher comme les autres colons. C'est pour ça que j'ai intitulé mon livre « Un clin d'œil à ma mère adoptive ». Le tout se déroule sur la colonie pendant les années 35. Ça explique
les travaux que ces gens-là faisaient pour défricher. C'était pas des années faciles. Ma mère avait 79 ans. Cette fille-là est venue demeurer avec elle, puis elle l'a enregistrée. Fait qu'elle, elle lui a tout raconté sa vie, qu'est-ce qu'elle avait vu pendant les années 35 sur la colonie. Je la remercie énormément parce que j'ai appris par l'entremise de cette cassette-là le déroulement de leur vie sur la colonie. Bien des choses que je ne savais pas. Ça fait qu'après ça, quand ma mère est décédée, moi, je suis retournée à l'université pour des cours. J'ai pris des cours en écriture, en littérature, en gérontologie, avec le docteur Valois-Rubichaud, un très, très bon professeur, Sylvie Power, M. Daniel Brideau, comme écrit pour l'écriture. Et c'est là qu'a débuté mon goût pour écrire. Ça fait que j'ai commencé à découvrir ça. J'ai eu quelqu'un qui m'a transféré la cassette sur page, qui m'a remis ça. Puis c'est là que j'ai pris le goût de commencer à écrire la vie de ma mère adoptive, parce que je trouvais que ça valait la peine que les gens connaissent ce que ces gens-là avaient vécu. Parce que c'est merveilleux, parce que c'est une femme qui nous a laissé des grosses valeurs. Elle était positive, elle n'était pas attachée au produit matériel. C'était une femme qui était... elle aimait tout le monde, elle aidait tout le monde. Ça fait que je me suis dit, c'est à peu près temps que quelqu'un la fasse connaître. Fait que je m'ai assis, puis j'ai dit, on va écrire. Ça m'a pris 6 ans. Là, je suis dans ma 6e année, puis c'est pour ça que j'ai décidé de mettre ça sur le marché, pour vraiment faire connaître la vie de ces gens-là. En parlant de mes parents, ou de mes parents biologiques, mes parents adoptifs, ça concerne toutes les autres familles qui étaient sur la colonie, parce qu'ils n'étaient pas toutes seuls qui avaient déménagé. Il y avait 40 familles dans ces années-là. Ça fait que ça donne un aperçu de leur vie. Puis ensuite, à la 42e page du livre, je commence à parler de sa vie. Là, j'explique quelle femme qu'elle était pour moi, pour mes enfants, mes petits-enfants et mes arrières qu'elle n'a pas connus. Mais ils vont la reconnaître au travers de ce livre-là. Je remercie, c'est à noter, je remercie les salons du livre, les gens qui sont occupés d'un lancement qu'on a eu le 20 septembre, le salon du livre à Chupagan, qui a été super, super intéressant. Et je les remercie. Puis le salon à Moncton ici, depuis hier, on vit des choses très intéressantes, on fait des rencontres merveilleuses. Puis je m'attends de continuer, je ne veux pas arrêter. Parce que c'est vraiment, vraiment spécial de vivre ça, surtout à mon âge. Bien, ceux qui vont tourner le livre, ils vont voir à quelle année j'ai venu au monde. Ils vont probablement dire, se poser la question pourquoi je l'ai faite, mais je l'ai faite parce que je voulais le faire. Puis je pense que j'arrêterai pas tout de suite, là, parce que c'est bien trop intéressant. Si les gens sont intéressés, j'en aurai probablement toujours à la maison mon numéro de téléphone. Je vais le donner. Est-ce que je peux le donner? Mon numéro de téléphone est 506-600-0441. Puis mon adresse courriel est sur le livre. Ceux qui l'ont acheté, premièrement, je peux dire, c'est Irène Lo, @hotmail.ca. Ça me fait plaisir. Puis n'importe quel temps j'ai un téléphone, ça me fait tellement de bien d'y répondre, ça me fait plaisir. Ceux qui veulent d'informations, gênez-vous pas. Moi, j'ai toujours préféré les livres papier parce que je suis quelqu'un qui a besoin de toucher et d'avoir les choses avec moi. J'aime avoir une bibliothèque pour collectionner les livres. Et pour moi, lire numérique, c'est pas la même chose que lire un vrai livre où tu as l'odeur des pages et tout. Ben moi, je trouve que numérique, c'est plus pratique, mais il n'y a rien qui vaut le papier. C'est plus le fun de pouvoir le tenir dans ses mains.
Moi, je suis un adepte de papier encore. Moi, je suis encore dans le papier. J'aime toucher. J'ai encore une bibliothèque chez nous que j'aime remplir. Puis j'ai beaucoup de difficultés encore à lire avec le côté numérique. C'est quelque chose que j'ai de la difficulté. On dirait qu'il faut que j'ai quelque chose dans les mains. On dirait que le numérique, pour moi, surtout les tablettes maintenant, moi, je suis pas un adepte de petites choses. Pourtant, tu vas me dire, un livre, ça va t'écrire la même grosseur, peut-être. Mais on dirait que j'ai quelque chose dans les mains qui c'est pas pareil, tandis que là, on dirait que ça marche pas dans ma tête d'avoir une tablette. Mais j'ai rien contre les gens qui aiment ça. Là. Je veux dire, je pense que c'est un outil utile là, pour bien des gens, justement d'avoir le livre qu'ils ne trouveront pas. Surtout si tu as une grosse bibliothèque chez vous, bien, tu vas pouvoir numérique la grossir autant que tu veux. Mais moi, je suis très papier. Ça fait déjà 2 à 3 ans que j'ai passé au numérique pour la simple et bonne raison que je voyage beaucoup et que c'est plus facile de traîner 50 livres dans ma tablette que de traîner 7-8 livres dans ma valise. Donc, le numérique est arrivé à cause de ça. J'adore les formats papier et j'aime l'odeur des livres, mais malheureusement, j'ai dû passer au numérique. Par contre, quand on se présente devant le lecteur, ce qu'on veut lui offrir, c'est le modèle qu'il, lui, veut avoir, que le lecteur a besoin. Donc, on a du papier et on a aussi du numérique. Bien, écoutez, moi, je pourrais juste dire à ceux qui pensent des fois qu'ils ne pourraient pas être auteurs, qu'ils ne pourraient pas écrire des livres, de se faire confiance, parce que moi, au départ, je me disais, moi, écrire des livres, je suis pas sûr que j'ai le talent qu'il faut. Puis finalement, après avoir mis ça sur papier puis avoir fait des essais, j'ai réussi. Fait que je pense que ceux qui auraient l'idée peut-être un jour d'écrire des histoires, de l'essayer, parce que ça vaut la peine. Pour moi, ça a marché, fait que pourquoi pas pour vous. Si vous avez un rêve, accomplissez-le. Abandonnez pas et donnez votre maximum parce que si vous voulez vraiment être heureux et vous épanouir, comme moi je suis à travers l'écriture, il faut vous donner votre 100% et accomplir vos rêves. Moi, j'ai dit de se relancer, il n'y a rien pour nous empêcher. Si on veut vraiment faire ça, il n'y a rien qui pourra nous en empêcher. C'est du monde extrêmement humain, qui font un travail qu'ils aiment, qu'il faut que tu sois dévoué parce que si tu penses faire fortune en étant auteur, les pourcentages que tu réussis sont quand même assez minces. Là. Donc, il faut que tu le fasses par passion. Donc, pour moi, la vie d'auteur, c'est souvent de partager une passion qu'on a. Comme moi, j'avais des histoires à raconter, donc moi, je vois ça comme je suis la personne avec les livres qui va imaginer l'histoire, puis le lecteur, lui, va pouvoir peut-être profiter de cette histoire-là, justement passer un petit peu de temps à faire d'autres choses, à s'imaginer d'autres choses que la vie réelle, sortir un peu du réel. Donc, je te dirais que auteur en tant que tel, c'est vraiment de raconter une histoire à quelqu'un, puis le livre, ça va être souvent le véhicule qu'on va utiliser. Donc, c'est un peu comme ça que je vois le rôle d'auteur. Une personne qui aime lire, qui est capable de créer des idées, a le potentiel pour devenir un écrivain. L'idée, c'est de créer un monde qui va fasciner, que ce soit un monde réel, une histoire réelle, on parle de gens qu'on connaît, ou quelque chose qui est complètement inventé, comme du fantastique ou du science-fiction. À partir du moment où on a le goût de créer, on devient un potentiel de devenir écrivain.